Alors bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter le troisième atelier de la journée. L'objectif poursuivi est de faire ressortir les enjeux et les défis reliés à l'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant de la région de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches. Nous avons une responsabilité partagée pour la réussite de celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons identifier les gestes à poser par chacun de nous dans nos fonctions respectives. Pour l'atteindre, nous avons regroupé selon vos occupations et vos secteurs d'activité dans le milieu scolaire. Il y a une personne qui a déjà été assignée comme animateur dans votre équipe et elle devra synthétiser les échanges et il y aura des porte-paroles que vous devrez vous choisir vous-même qui viendront nous faire un petit compte-rendu de vos discussions. Vous aurez d'abord une période d'échange d'à peu près 40 minutes. Ensuite de ça, vos porte-paroles viendront, on leur donne à peu près un petit 2 minutes pour venir présenter vos échanges. Et si le temps nous permet, on aura une petite synthèse, une plénière avec Mme Thérèse Lou, professeure associée à l'UQAM. Alors, je cède la parole à vos animateurs. 350 élèves sur l'école qui est très familiale. Fait que je vais vous demander de vous présenter comme ça à tour de rôle, de dire de quel milieu vous êtes. J'enseigne les mathématiques. Moitié de ma tâche et l'autre moitié de ma tâche, je suis enseignant ressources. Et quelles seraient donc les actions qu'on pourrait poser ou que vous avez déjà posées jusqu'à l'heure actuelle et qui ont porté fruit pour faire des pas de plus pour une insertion réussie? Jean Civil, enseignant, formation générale des adultes, centre Jolis, entrée de service sur je suis mentorée et j'ai la chance d'avoir mon mentor dans mon école, ce qui ne se fait pas tout le temps, en tout cas dans la commission scolaire de Portneuf. Parce que je trouve ça vraiment avantageux parce qu'on a une petite question vite et on peut le demander au lieu de dire « je ne dérangerai pas pour ça », tu n'oses pas écrire un courriel si c'est trop loin. Et encore voilà, ces deux colonnes-là, celle-là et celle qui suit, que Bernard... Autrement dit, d'après vous, quelles seraient les conditions facilitantes pour une insertion professionnelle réussie? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Un bon accueil, là, avec un bon accueil. Comme on voyait ce matin, oui, il y avait l'accueil avec le sourire, ça c'est important, mais aussi avec une personne de référence pour cette personne. C'est qu'il y ait quelqu'un dans l'école qui soit nommé pour accueillir, je ne sais pas, ça peut être l'adjointe, mais qu'il y ait une personne qui accueille automatiquement, c'est ça, le titulaire. Oui, pour l'informer du fonctionnement, c'est du fonctionnement de l'école, les heures. L'exemple que j'ai utilisé avec les firmes d'avocats et les chirurgiens, on ne leur donne pas les gros dossiers. Pourquoi est-ce qu'on donne les pires tâches pratiques? J'ai fait le temps des tâches épouvantables. Tu n'as pas vraiment de niveau fixe, donc tu as affaire avec l'ensemble des collègues de l'école au lieu de centrer ça avec une plus petite équipe qui serait plus facile pour l'intégration. Tu n'as pas accumulé de matériel. Tu n'as rien. Tu te promènes dans tous les pavillons de l'école, je pense aux grandes écoles, donc c'est difficile de créer des liens significants. Il n'y a pas de date de Je pense que cet atelier a bel et bien été préparé de main de maître par Mme Thérèse Laferrière. Alors, j'aimerais la remercier beaucoup. Mme Laferrière, où êtes-vous? Elle est là-bas. Merci beaucoup, Mme Laferrière. On applaudit Mme Laferrière. Alors, je vais essayer de résumer toutes les belles choses qui ont été dites à notre table. Alors, d'accord, bravo à toute notre équipe. Je vous dis, vous étiez exceptionnels. J'essaierai d'être à votre hauteur. Au niveau de l'insertion, ce qui est important, on a parlé de façon très générale, on a parlé surtout de diversité des moyens, d'avoir beaucoup de souplesse à l'intérieur pour l'insertion, de se donner de la marge de manœuvre. Il faut que ce soit, en premier lieu, l'affaire de tous. On a parlé d'exemples qui vont nous arriver plus tard. On a dit, si on veut avoir une belle insertion, c'est pas l'affaire d'un groupe, c'est l'affaire d'une équipe d'enseignants. C'est l'affaire aussi, la plus petite cellule qu'on est capable de trouver, c'est en premier leur affaire et on doit la faire progresser. Alors, si c'était un des éléments sur lesquels les gens étaient touchés énormément. Il y a aussi des moyens qu'on trouvait qui étaient intéressants, mais on a conclu avec un élément de dire c'est important d'être capable de valider ce qu'on a réussi. Donc, les résultats à la fin, un enseignant qui est impliqué,
qui a débuté, qu'on se rend compte qu'à la fin de ce programme-là, il s'implique dans son école, ça nous donne la meilleure des raisons pour dire que c'est réussi. Le deuxième, les préoccupations. Là, ici, elles furent très nombreuses. Alors, ne vous dire, je ne peux pas vous les mettre dans les ordres les plus importants. Confection des tâches, convention collective, c'est important là-dessus. L'entrée parfois hâtive, la confection d'une tâche à 100% versus 50%. Quand est-ce que le programme débute? Alors, on s'est dit, il faut absolument le faire débuter le plus tôt possible. Faire dire à ce nouvel enseignant ou enseignante, t'es important, on s'occupe de toi tout de suite, même si tu n'as pas de tâche à 100%. Les limites financières que nous avons. Le début, bon, je reprends, le profil de mentor, d'être capable d'être bien le déterminer. Un mentor, c'est quoi? C'est quoi son rôle? De quelle façon il agit avec le mentoré? Donc, tous les incidences qui arrivent là-dessus. Je vais laisser de la place et aussi d'être en mesure de bâtir un programme en regard de disponibilité. Je laisse la place aux autres aussi là-dessus. Les actions imposées. Alors, les actions imposées, la première des actions, là, sommes-nous en mesure de trouver les bons mentors? Il faut se donner une politique et de la vendre à nos équipes. Dire que c'est important à nos enseignants là, qui ont d'expertise, qui ont d'expérience, c'est important qu'ils s'impliquent parce qu'eux autres ont passé par là où les nouveaux arrivent et donc les amener que leur dire que c'est une responsabilité première qu'ils ont là-dessus. Donc d'avoir des programmes qui tiennent compte de ça. D'obtenir aussi la collaboration du syndicat. Pas agir tout seul, mais aussi partager cette préoccupation avec les nouveaux enseignants, avec les anciens, mais aussi particulièrement avec le syndicat collaboration. Avoir un élément de reconnaissance, tant pour les mentorés, tant pour les mentors. On trouve que c'est un élément qui est extrêmement important. Je vais laisser la chance à d'autres. Merci. Merci, monsieur. Alors, bravo. On enchaîne avec la table B, monsieur Marc Julien. Bonjour. S'il y en a qui sont gênés de leur écriture, regardez, quand ils ont choisi le secrétaire, ils n'ont pas fait passer un livre d'écriture, puis pour la direction générale non plus. Fait que ça va vous encourager. Des facteurs par rapport à l'insertion, on dit un support structuré, un processus clair. Dès la sélection, il faut avoir cette préoccupation-là d'accueil, qui c'est un travail d'équipe, en partenariat avec le syndicat particulièrement, les syndicats et avec l'université aussi. Les attentes, c'est toujours dans le support structuré, des attentes claires, bien définir le rôle de chacun, l'accompagnement, l'évaluation du processus en bout à la fin de l'année. La volonté politique, très importante. Et l'adaptation aux besoins de chacun des milieux. Et tout de suite après, dans les préoccupations, justement, il y a certains milieux qui ont un pourcentage de défavorisation assez élevé. Donc, quand on parle d'adaptation, il faut en tenir compte beaucoup. La distribution des tâches équitable, ça, je pense que c'est un élément essentiel entre les anciens et les nouveaux. Donc, l'importance d'un partenariat avec les syndicats, ce sujet-là. Au niveau des ressources, on trouve que c'est une préoccupation en tant que difficulté. Bien sûr, ressources humaines, on parle au niveau des services, c'est des dossiers supplémentaires, on sait qu'ils sont très importants, mais il faut avoir des personnes qui s'en occupent au niveau des services éducatifs et associés avec les services des ressources humaines, ou vice-versa, peu importe, il y en a pas un qui est priorisé par rapport à l'autre, mais c'est souvent un travail de collaboration, il faut que les gens s'en occupent. Direction d'école, parce qu'il peut y avoir une structure centralisée, décentralisée. Au secondaire, c'est souvent décentralisé, et là, je pense qu'il faut les directions d'école, c'est un dossier supplémentaire aussi, trouver du temps au niveau des ressources humaines, au niveau des mentors. Au niveau des mentors, on n'a pas de difficulté à recruter, heureusement, mais au niveau des mentors, et tout ça, on parle de ressources humaines, mais bien sûr, tout de suite après, c'est les ressources financières. Parce que si on a de l'argent, bien sûr que tout ça, c'est tout plus facile. On peut dégager ou engager quelqu'un dans les services. Au niveau des mentors, c'est plus facile si on les dégage. Et bien sûr, ça prend de l'argent aussi pour dégager
les mentorer. C'est pas juste, les directions générales, ils pensent juste à ça. Non, il faut aussi penser à ça, puis je pense que c'est une préoccupation de tout le monde. Par contre, à la fin, quelqu'un nous faisait remarquer, c'est vrai que c'est une question d'argent, mais pas seulement, parce que je pense que c'est une volonté collective. C'est une culture qu'il faut développer d'apprenant, de reconnaissance. Monsieur auparavant le disait. Je pense que même si on peut avoir un bien gros budget, mais s'il n'y a pas une volonté en arrière de ça, ça ne sera pas nécessairement plus efficace. Au niveau des actions posées, il y a la visibilité de la direction de l'école qui est importante. Ce matin, dans les animations, on ne l'a pas vraiment vu, fait qu'on pense que c'est un élément important. Pour ceux qui n'en ont pas une politique commission scolaire d'insertion professionnelle, le budget, bien sûr, après ça, que ça soit porté par la direction générale, et l'élément de partenariat est très important. Merci. Merci beaucoup, M. Julien. Nous venons d'avoir le point de vue des cadres scolaires. Maintenant, nous allons demander le point de vue des directions d'établissement et de centre. Alors, j'inviterai Mme Danielle Bélanger. Bonjour. Alors, nous, la façon dont on a préparé notre travail, c'est qu'on s'est dit, bon, on avait d'abord des préoccupations comme direction d'école, puis on a lié ça toujours à des actions qui nous étaient possibles de poser. Alors, ce qu'on se disait, c'est que ça prend d'abord le problème principal que les directions d'école ressentaient, c'était de réussir à aller chercher notre monde, d'impliquer les gens d'insertion professionnelle, qui sont souvent jeunes, nouvelles familles, nouveaux parents, qui rentrent dans la vie, qui sont encore en train d'apprendre à s'organiser. Donc, l'implication était difficile. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça prenait donc des actions concertées, des ressources humaines, des directions d'école, des SEJ, des conseillers pédagogiques, de l'équipe école, l'équipe d'enseignants, les ressources financières, ça a été nommé avant parce que oui, il faut que ça existe à différents niveaux. Alors, il fallait que les nouveaux enseignants entrent dans une structure définie, annoncée, claire, qui connaissent, qui leur ont été nommés. Ton insertion professionnelle, l'aide qu'on va donner, c'est A, B, C, D, qui l'entendent, qui la connaissent. Alors, cette structure-là devait les aider à développer différents outils, puis différents outils du type à qui je m'adresse, qu'est-ce que je peux faire quand ça ne va pas, des formations continues, donc à différents niveaux. Il y avait le développement individuel qui pouvait se faire par l'accompagnement pédagogique. On s'est dit que certaines commissions scolaires appelaient ça la supervision pédagogique. Ça faisait toujours bien peur, c'était toujours un gros mot, mais on disait que ça demeurait quelque chose d'important dans les écoles parce que c'est la seule façon d'avoir une réponse à des besoins particuliers de certaines personnes. Souvent, les formations qu'on donne, c'est souvent des formations générales. On se dit, chaque individu, chaque nouveau entré dans une école a des besoins particuliers. Et la seule façon de faire, c'est d'avoir un suivi de près avec sa direction. Alors, il ne faudrait pas que ce soit vu comme quelque chose de menaçant parce que c'est souvent lié à c'est quoi l'évaluation que je vais avoir à la fin de l'année. Il ne faudrait surtout pas que ça demeure ça. Il faudrait que ce soit expliqué, vu de façon adéquate avec les directions. Ensuite, il y avait un développement collectif parce que l'équipe école est concernée là-dedans. Tous les enseignants, les anciens, comme les nouveaux, même les nouveaux entrés qui ont des forces, devraient se sentir concernés. Donc, nous, comme direction d'école, on trouvait ça important de le travailler de cette façon-là. Qu'il existe des outils dans notre école, des portfolios, des rencontres individuelles, des choses comme ça. On avait une deuxième préoccupation qui était sur l'autre. Hé, là, c'est pas la bonne que je vous ai donnée. L'autre préoccupation, c'était que l'accompagnement n'était pas toujours facile parce qu'on se disait que pour plusieurs directions, on était nous-mêmes en insertion professionnelle. À la terre, nous étions 4 directions, 4 nouvelles directions de moins de 2 ans. Alors, on se dit, nous, on est encore en train d'apprendre à gérer nos dossiers, gérer nos priorités, gérer notre temps. On a besoin de support, on a besoin d'accompagnement. On manque des fois de temps. En tout cas, on se rendait compte qu'on parle beaucoup d'insertion professionnelle, mais l'insertion professionnelle pour les cadres aussi est quelque chose d'important à développer parce que ça faisait partie d'une de nos préoccupations importantes. Voilà. Merci bien. Monsieur Christian Couture. Bonjour. Alors nous, dans la première colonne, je vais retenir surtout une parole sage de Mme Chénard qui disait,
parallèle avec le proverbe africain qui disait que ça prend un village pour élever un enfant, on disait que ça prend une école pour accueillir un nouvel enseignant. Donc, on a dit que le rôle est partagé. Ensuite, aussi, en parallèle avec tout ça aussi, c'est que on ajoutait aussi que la première responsabilité pour que ça se passe bien, que le nouvel enseignant quand il entre dans la profession, puis je pense que ce matin, on a parlé de plein de facteurs autour de l'enseignant comme tel, mais je pense que le premier responsable de sa réussite dans le métier, je pense que c'est l'enseignant lui-même. C'est à lui aussi à faire des pas, à faire des gestes, puis à aller chercher de l'aide également. On s'est attardé, nous, principalement aux deux autres colonnes. On a travaillé sur 3 difficultés qu'on peut rencontrer comme direction d'école. La première, c'était le sens de l'accompagnement versus l'évaluation. Parce que comme direction d'école, on a évalué les nouveaux enseignants. Donc, on peut être vu comme menaçant lorsqu'on veut supporter un nouvel enseignant. Donc, on disait que c'est important à ce moment-là que le projet d'accompagnement soit très bien structuré et connu à l'avance dans l'école. Et que notre rôle comme direction, c'était surtout de l'organiser, puis de le structurer. Puis que le modèle, par contre, une fois qu'il est installé, on doit s'en dissocier, autrement dit, donner la responsabilité d'accompagnement soit à des pairs, comme les mentors, etc. Deuxième difficulté, l'accompagnement des nouveaux en cours d'année. Donc ça aussi, c'est plus difficile parce qu'habituellement, en début d'année, on connaît nos nouveaux, puis on peut mettre en place la structure. Ceux qui arrivent en cours d'année, ça, c'est une difficulté. Donc, c'est pas qu'on disait, c'est important que la structure soit permanente, qu'il y ait des rôles différenciés, c'est-à-dire au niveau des ressources humaines, qu'il y ait un modèle commission scolaire. Dans les écoles, la direction a un rôle, comme je disais surtout tantôt, d'organiser, de structurer. Et qu'il y ait des gens qui soient nommés, mentors ou autres, là, un autre type, mais qui s'occupent justement de l'accueil des nouveaux en cours d'année. Ensuite, la dernière difficulté, c'était la réalité des tâches résiduelles. Donc, une fois que le choix de tâches est fait, les résiduels de tâches qu'on a à distribuer au mois d'août, qu'on a toujours le dilemme, est-ce qu'on jumelle des bouts de tâches ensemble pour faire des tâches plus intéressantes au point de vue monétaire ou au pourcentage de tâches, pour attirer des gens à venir chercher ces tâches-là, ou si on les garde plus petites, plus vivables si on veut, mais moins intéressantes, donc des fois beaucoup plus de difficulté à trouver quelqu'un. Ça, c'est point d'interrogation, c'est parce qu'on n'a pas de solution comme telle. C'est toujours la difficulté qu'on a, parce qu'on sait qu'il y a moins d'enseignants disponibles, plus de tâches à donner, donc des fois on est en compétition avec d'autres écoles ou avec d'autres commissions scolaires pour aller chercher ces jeunes enseignants-là pour venir travailler chez nous. Donc, on essaie de bâtir des tâches, comme je disais tantôt, plus payantes. C'est une espèce de dilemme là, dans lequel on est coincé. Donc, soit on brûle notre personnel parce qu'on fait des tâches complexes, ou soit on n'a personne pour faire les petits bouts de tâches qu'on a regardés. Et ça, on n'avait pas de solution. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux responsables des programmes d'insertion professionnelle avec M. Fabien Giguère. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis aux ressources humaines. Donc, c'est moi le gros méchant qui appelle au mois d'août pour offrir des tâches épouvantables. Donc, ça en fait un. C'est moi. Et donc, c'est le premier sujet, complexité de la tâche. Nous, notre solution là-dessus, c'est vraiment une culture d'entraide. C'est-à-dire que la distribution des fonctions et des responsabilités se fait dans les écoles au mois de juin en département avec les enseignants. Je pense qu'il faut travailler avec les enseignants. L'insertion professionnelle, oui. Nous, ce qu'on veut développer, c'est une culture d'entraide avec les anciens enseignants pour qu'eux aussi partagent la tâche difficile, c'est-à-dire de ne pas se prendre seulement qu'une préparation de cours, mais qu'ils voient aussi que les jeunes qui arrivent, ils devraient améliorer leurs tâches et donc penser à cette culture d'entraide-là aux nouveaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment une culture d'entraide. Les autres ont été presque dites, mais je vais les répéter rapidement. C'est la pratique réflexive. Dans la pratique réflexive, c'est beau en insertion sociale, en insertion professionnelle. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça prend un guide. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut les guider, les accompagner dans cette pratique réflexive-là. Une volonté partagée de tous les intervenants de l'école, autant au plan politique qu'au plan de toute l'école. Poursuite de la formation initiale, on a parlé en plein vue des 12 compétences. Par la suite, le temps. Donc, le temps, oui, ça vaut de l'argent, mais pas seulement que de l'argent, c'est aussi prendre le temps avec entre novice et mentor. Par la suite, lorsqu'on descend, c'est l'évolution du programme. C'est que c'est beau de mettre un programme
puis de dire voici vers où qu'on s'en va, puis de le garder pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous, c'est qu'on dit il faut que ce programme-là évolue, et même 1 an, 2 ans, et il faut voir à son évaluation et à son évolution très rapidement parce que c'est très changeant. Et comme dernier, nous, en tant que responsables, notre table, c'est de dire on aimerait se revoir le groupe de responsables parce que ce serait intéressant qu'on puisse partager nos mots. Les enseignants maintenant du préscolaire primaire, Madame Karine Nicole, ben, ça peut aller dans les ordres. Là. Je suis la porte-parole de Karine. D'accord. Disons que je viens d'une région extérieure, donc c'est pour ça que je n'avais pas déplacé. Parlez devant le micro, d'accord. OK. Alors, je viens d'une région extérieure, la région Laval-Laurentides-Lanaudière. Et bon, j'ai été invitée à participer à la rencontre, donc ça m'a fait plaisir. Maintenant, je suis la porte-parole des enseignants préscolaires primaires. Et ce que je veux dire, les préoccupations et les actions ont été pas mal traitées à peu près parallèlement. Donc, ce qui est important pour les enseignants, c'est vraiment de connaître les ressources qui sont disponibles et d'y avoir accès. Donc, pour ça, il y a une suggestion qui est faite, c'est qu'il existe une genre de trousse d'accueil, ou ne serait-ce que d'avoir l'agenda de l'école où on se trouve pour connaître les horaires, connaître l'heure de récréation, connaître toute la poutine de l'école, disons, c'est déjà gagnant quand on veut commencer. Ensuite, avoir l'occasion de se rencontrer. Quand il y a des rencontres d'insertion professionnelle, donc se créer un réseau. Et ça a déjà été mentionné, mais il faut aussi qu'il y ait le désir de l'enseignant de s'intégrer et de s'insérer. Donc, ne pas se gêner pour faire des demandes, de vouloir prendre sa place. Ne serait-ce que d'avoir un casier où on peut recevoir les notes et les informations qui sont nécessaires. Ensuite, c'est sûr que l'implication des directions est importante, donc se sentir accueilli dans l'école, d'être présenté au personnel, d'avoir aussi des gens aussi de l'école qui sont peut-être responsables de certains comités pour y avoir accès. Alors, c'est ce qui est ressorti dans notre équipe. Merci beaucoup. Madame Suzanne Saint-Arnaud. Oui, bonjour. Bon, alors d'abord, nous autres, on représentait, il y avait deux nouvelles enseignantes à notre table, des enseignantes avec plus d'expérience. On voyait que, bon, pour les facteurs de réussite, l'accueil, pour nous, ça représentait quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a une personne ressource qui soit là lorsque le nouvel enseignant arrive. Le travail par cycle était aussi, bien sûr, encouragé afin de créer des liens le plus rapidement possible. Le nouvel enseignant a développé un sentiment de confiance afin qu'il soit vraiment à l'aise dans son milieu. Créer un lieu de partage. Soit aussi, il y a l'entraide virtuelle, l'entraide évidemment avec les personnes dans notre environnement, mais il y a l'entraide virtuelle aussi, ça existe, faire connaître les liens qui peuvent aider, les nouveaux enseignants. Créer des liens avec des personnes ayant les mêmes affinités à l'intérieur, soit d'une même commission scolaire ou dans la même région, comme on parlait ce matin, faire des rencontres avec des moments où chacune peut échanger sur leurs difficultés, leurs points forts. Alors ensuite, on a parlé des difficultés plus spécifiquement qu'on pouvait rencontrer et des actions à poser. Alors, il y avait... on disait que le nouvel enseignant avait besoin d'une difficulté qu'il pouvait vivre, c'est un besoin d'aide, d'accompagnement. Il y avait aussi, on pense aussi aux enseignants qui arrivent en milieu d'année. Souvent, l'enseignant qui arrive au début, il y a déjà des rencontres de prévues, on les accueille, tout ça, mais il y a tous ceux qui arrivent en cours d'année, puis souvent, ils sont laissés de côté, on les oublie un petit peu. Alors, on a pensé, d'abord, on disait, action posée, libérer autant le mentor que le nouvel enseignant afin qu'ils puissent se rencontrer. Ça, c'était une première idée qui était sortie. Mais après ça, il y avait comme une procédure qui pouvait être mise en place. Donc, il pouvait y avoir une personne qui soit nommée pour accueillir d'abord le nouvel enseignant, comme je parlais tantôt, dans l'école. Donc, cette personne-là peut être nommée à l'intérieur d'un comité déjà en début d'année. Et c'est elle, tout au long de l'année, quand quelqu'un arrive, elle est nommée pour aller rencontrer la personne et lui faire connaître les modalités de l'école. Ensuite, créer des liens à l'intérieur de l'école. Donc, cette personne-là, on l'amène à participer aux différents comités, l'intégrer dans les comités. Quand ils arrivent en milieu d'année,
ils ne sont pas là. Alors, oui, il faut les encourager à s'intégrer. Il y a le mentorat, bien sûr, qui arrive. Et il y a aussi créer l'opportunité afin que les nouveaux puissent se rencontrer, comme je disais tantôt. Donc, ça, ce serait comme une suite, comme une procédure qui pourrait faciliter les choses pour les nouveaux enseignants. Il y avait aussi une difficulté, l'ignorance des modalités et des procédures à la commission scolaire. Il y a beaucoup de choses à connaître quand on arrive dans le métier, puis on ne se les fait pas dire tout de suite dès le début. Donc, prévoir peut-être au niveau de l'employeur quelques rencontres en cours d'année, parce qu'encore là, il ne faut pas oublier nos nouveaux enseignants qui arrivent pendant l'année. Donc, des rencontres pour répondre aux questions des nouveaux enseignants. Ensuite, une autre difficulté, on ne connaît pas les forces, on en parlait ce matin, de chacune dans l'école. Donc, peut-être créer un répertoire du personnel versus leurs forces, soit au niveau pédagogique ou intérêt personnel. Donc, cette personne-là peut ensuite rencontrer rapidement les personnes dont elle a besoin. Le suppléant à la journée aussi, il ne faut pas l'oublier, celui-là, il ne connaît pas les routines. Donc, créer un carnet de route pour le suppléant, peut-être mettre ce carnet de route-là dans un endroit facile d'accès, soit au secrétariat ou au salon du personnel, pour que ce soit rapidement trouvé. Il faut aussi voir que l'isolement, c'est une difficulté, donc avoir un code d'accès au portail. Nous, à la commission scolaire de Capitale, il y a le portail, il y a une foule d'informations là-dessus, mais souvent, les nouveaux enseignants n'ont pas de code d'accès. Alors ça, ce serait à prévoir. Et puis, on disait l'intégration brusque, enfin, on t'appelle demain matin, tu es dans une classe, on avait parlé de ça aussi ce matin, donner du temps dès le début aux nouveaux enseignants pour qu'ils puissent s'adapter ou connaître le mode de fonctionnement de l'école. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Mme Marie-Claude Fortin. Moi. Merci. Je vais faire ça vite parce que d'après moi, en tout cas les attentes et tout ça, les préoccupations, les actions, ça se ressemble beaucoup. Donc pour l'insertion, les facteurs de réussite qu'on voit, c'est, on voyait, en tout cas je vais parler personnellement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de discuter, on a été pris par le temps. C'est créer un lien de confiance entre le mentor et le ou la novice. Puis ce lien de confiance-là ou ce lien-là, ça pourrait être chacune et chacun, que nos rôles soient définis dès le départ, qu'on s'entende, voir quelles sont nos attentes, que ce soit clair, connaître les besoins de l'une et l'autre. Parce que moi, je disais qu'être mentor, ça nous apprend aussi, autant que la novice, on peut l'aider, mais les mentors, on apprend autant là-dedans. Que les rôles soient bien définis entre le mentor et la novice. Les préoccupations, je vais y aller très rapidement. Distance, quand on a un novice qui est dans une autre école à quelques kilomètres de chez nous, et même plusieurs kilomètres, le temps qui nous manque, le budget qui fait défaut, et les disciplines qui peuvent être différentes. Par exemple, on peut enseigner d'une telle matière et on est mentor d'une autre personne qui enseigne autre chose. En tout cas, on peut l'aider à notre façon, mais des fois, ça peut être difficile. Que le rôle du mentor soit bien compris, que le choix aussi soit libre, que le mentor soit libre de faire ce rôle-là ou non, que ça ne lui soit pas imposé. Et l'autonomie du novice, et je vais faire tout de suite le lien avec les actions à poser, c'est ne pas faire à sa place, mais l'aider à prendre sa place. Et le rapport, on trouvait qu'avec le rapport que les jeunes ont avec le travail d'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Du 8 à 3, ça n'existe plus, ou en tout cas, ça n'a jamais existé finalement, mais eux, on dirait qu'ils s'attendent à ça. Donc, on a toujours un petit peu de temps à mettre après les classes ou pendant nos périodes, en tout cas les périodiques et tout ça. On a peur qu'ils ne soient pas autant motivés comme, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire et on pense que ça s'est perdu à quelque part, qui pense que le travail d'enseignant, c'est assez facile. On va juste redescendre un petit peu, s'il vous plaît, pour les actions à poser. Donc, on crée un comité, par exemple, pour accueillir, si on l'a entendu souvent, créer un comité pour accueillir les nouveaux, et avoir un genre de marraine, d'un ange gardien qui est là pour les personnes qui soient suppléants ou des novices. Ensuite, avoir une formation pour les mentors, une formation continue, et valoriser toute cette approche d'insertion auprès des gens qui pourraient être sceptiques, qui pensent que ça sert à rien, cette approche-là, et que tous doivent se sentir concernés, toute l'équipe école, et les directions d'école et les commissions scolaires, parce que c'est important de prendre soin de nos jeunes. Merci beaucoup. Les enseignants secondaires, donc j'ai en ligne Geneviève. Alors, Geneviève, 5B, 5C. Allez, Geneviève. Oui. Donc, nous avons débuté avec les préoccupations, donc les difficultés qu'on fait rencontrer pour répondre aux nouveaux enseignants donc dans le milieu. La première difficulté, on l'avait nommé tout à l'heure, donc la difficulté face à avoir des tâches qui sont peu équilibrées, donc les résiduels qui peuvent être très lourds pour les nouveaux enseignants.
Ensuite, on a parlé du manque de temps. Manque de temps qui peut se faire entre enseignant à enseignant. Donc, lorsqu'on a des nouveaux enseignants qui arrivent, bon, on est déjà en train de gérer notre propre classe, à mener nos propres actions. Et ça peut être aussi le manque de temps donc, qui revient constamment. Ça peut être un facteur là, préoccupant pour les nouveaux enseignants de dire, bon, je ne peux pas t'accompagner, prendre le temps de t'accompagner, de te donner des trucs parce que je suis déjà débordée. Ensuite, on avait l'isolement de certains enseignants. Donc, on disait que, premièrement, ça devrait partir, les nouveaux enseignants, ça part de nous, de s'intégrer, de ne pas être gênés, d'avancer vers les autres. Donc, certains qui s'isolent, on trouve déjà une difficulté à ce moment-là, quelqu'un qui reste dans son coin, qui ne va pas vers les autres. Ensuite, la peur de s'imposer. De la part donc des enseignants expérimentés, on a peur d'aller vers les nouveaux enseignants, de peur de les troubler, de dire ben, on va te faire la morale, on va te montrer, moi j'ai l'expérience. Mais aussi la peur des plus jeunes enseignants de s'imposer envers les autres en disant ben ils ont déjà leur tâche eux aussi. Et ensuite, pas de structure mise en place permanente. Donc, au niveau du mentorat, par exemple, certains milieux vont installer ça, vont l'essayer quelques mois et puis vont laisser aller. Ou donc, des structures qui doivent rester présentes tout au long de l'année et puis dans les années là, qui suivront aussi, donc d'une année à l'autre. Et puis, on va y aller avec les actions à poser parce que, bien sûr, il y a beaucoup de positifs. On a nommé l'importance de sensibiliser l'ensemble du personnel enseignant à créer des tâches équilibrées. On a parlé, par exemple, que les nouveaux enseignants dans certains milieux puissent assister à la répartition des tâches. Donc, peut-être justement conscientiser à ce qui se passe à ce niveau-là. Mettre sur pied un système de mentors, des mentors qui sont bien sûr formés et reconnus. Formés parce que c'est important de sentir qu'on a un mentor aussi qui suit les mêmes formations que nous, qui est au courant, donc avoir un suivi vraiment diable, donc à deux, on se sent plus impliqué à ce moment-là. Mettre en place des groupes d'échange. On parle de 5 à 7, des dîners causeries. On en a entendu une partie ce matin avec un groupe qui présentait, donc parler un peu des difficultés, des trucs, des choses qu'on peut rencontrer. Et enfin, bien sûr, convaincre les directions d'investir dans les mesures d'accueil. On parle d'accueil au niveau en début d'année, de savoir bien connaître l'école, d'avoir des documents, des outils, donc pour nous accompagner en ces débuts d'année. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais vous inviter à la séance de déchiffrage de l'audio. En fait, ça a été dit et redit, le manque de temps. C'est endémique et on a fait le constat qu'on a l'impression que c'est de pire en pire depuis 1990. Et ce qui a ressorti dans les difficultés par rapport à l'insertion, c'est principalement, parfois, qui n'a pas été dit, c'est l'inertie du milieu. Alors, parfois, il y a des gens qui arrivent avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, et l'accueil est refroidissant. Alors, c'est dans les difficultés, ce qui avait pas été dit, je crois. Pour lire ou réussir, on a sorti l'idée d'un contrat peut-être entre une école et un enseignant. Un contrat, mais un peu à l'image de celui que peut avoir un élève avec son professeur. Donc, qui établirait un petit peu, voici moi comme école ce que je m'engage à faire pour t'aider dans ton insertion. Et puis, l'enseignant, lui, ce qu'il s'engage à faire, ses attitudes, se prendre en main, peut-être suivre des formations, etc. On souhaiterait avoir des ressources stables, hein, c'est important pour ces gens-là, s'ils veulent s'y référer. De la souplesse dans les tâches. Alors, c'est pas tout d'être enseignant et d'enseigner, on peut faire autre chose qu'enseigner. Donc, si on a cette ouverture-là à la souplesse dans les tâches, ça pourrait être très bénéfique. Des rencontres régulières et les attitudes, on en a parlé. Au niveau des facteurs de réussite à l'insertion professionnelle, il y a des questions chez nous qui n'ont pas été dit, peut-être tout l'aspect humain. C'est-à-dire que la personne, si elle va elle-même se ressourcer,
si elle est ouverte à ça, si elle le fait quotidiennement, ben, elle a plus de chances de survivre dans le monde de l'enseignement. Sa capacité d'adaptation, hein, c'est quelque chose avec laquelle elle doit travailler. Avoir le souci de soi, c'est-à-dire s'occuper de soi pour rester en forme, garder l'équilibre, garder un esprit sain, si vous voulez. Donc, et accepter que nous sommes humains et qu'en tant qu'humains, ben, on peut donc faire des erreurs et puis se reprendre. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Sachez qu'en ce qui me concerne aussi, c'était très risqué de me demander d'écrire les transparents, mais comme j'ai bien appris ma leçon, je suis allé me chercher une personne de ressources qui s'occupe de ça à la place. Vous verrez, vous remarquerez que le résultat est particulièrement bien. Amélie, merci, personne de ressources. Lorsque vous voyez les petits X à côté des lettres, c'est simplement parce que c'est des choses qui ont été dites avant ma venue à l'avant. Parmi les difficultés, parmi les craintes, peut-être, il y a toujours le danger pour les jeunes enseignants de penser qu'on va être laissé à nous-mêmes dans une grande école ou dans une petite école. Donc, si on est laissé à nous-mêmes, bien entendu, ça laisse plus place au stress et à différents autres facteurs. On pense aussi que chez un jeune enseignant, il y a la nécessité d'être ouvert à la critique aussi, parce que c'est certain que si on va vers une personne ressource, c'est important maintenant d'être prêt à recevoir ce que cette personne-là a à nous dire aussi, donc d'être ouvert à ça. Ça vient juste d'être dit, donc peut-être pas assez de place encore pour de nouvelles idées. Ça fait un certain temps que les systèmes d'éducation fonctionnent d'une certaine manière. Maintenant, avec le renouveau pédagogique qui s'implante, peut-être que le système n'a pas suivi au même rythme. Ça va peut-être être un enjeu à voir là, justement dans les prochaines années. Avoir une accessibilité au mentor ou une personne de ressources, on parle en termes de temps, oui, mais aussi en termes d'espace physique. Par exemple, il serait préférable d'avoir un mentor ou une personne de ressources dans le même local des enseignants, ou du moins prêt pour que justement la communication se fasse bien. Je passerai au prochain transparent. Tout aussi beau, n'est-ce pas? Parmi les facteurs de réussite, ça a été intéressant parce que lors de la discussion qu'on a eue à la table 5B, il y a des gens qui ont commencé à dire que les anciens professeurs, donc les mentors, les personnes de ressources, devaient aller de l'avant et essayer de devancer les gens qui avaient besoin d'aide, donc les novices, les nouveaux. Et il y a une autre idée qui est apparue, c'est-à-dire qu'en fait, non, d'autres personnes suggéraient que ce serait plutôt aux nouveaux d'être combatifs et d'aller de l'avant pour aller chercher l'aide. Est-ce que ces idées-là sont vraiment opposées? En fait, on a venu à la conclusion que non, ces idées-là sont complémentaires. Il faut être combatif, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher les choses, mais ça dépend aussi d'une ouverture qui a été annoncée de la part des gens plus anciens. Donc c'est pour ça que vous verrez la petite flèche interchangeable. Communauté de pratique, c'est quelque chose que plusieurs jeunes ont considéré que ce serait vraiment un atout. Est-ce que dans l'école où je vais m'en aller, est-ce que dans l'institution où je vais m'en aller, est-ce qu'il va y avoir une communauté des nouveaux enseignants où il va y avoir des partages des connaissances, des situations d'évaluation ou des grilles de correction, et aussi chez les anciens aussi, parce qu'avoir ça serait une force. Parfait. Les solutions maintenant, donc quelques petites solutions, pour la plupart relativement simples à appliquer du moins nous le croyons. Si ce n'est pas déjà fait, avoir une trousse débutant lorsqu'on arrive dans une nouvelle école, comme la photocopie à licence, comment ça fonctionne, les suppléances, où aller, qui, quand, comment, pourquoi. Peut-être une petite chose aussi, ça serait peut-être intéressant que la communauté universitaire collabore pour ce point-là. Donc, briser le mythe utopique, je pourrais me permettre de dire, donc éviter de dire aux prochains enseignants que lorsqu'ils vont arriver, ils vont avoir des tâches complètes, leur classe, leur local, des choses comme ça. Donc, si le monde universitaire était plus branché sur la réalité de ce côté-là, peut-être que le choc serait un petit peu moins grand. Non, mais c'est constructif. C'est certain que les initiations... La réplique du milieu universitaire ensuite. Oui, on voit. L'initiation, au début de l'année, on parle de faire des activités sociales effectivement dans le cadre d'un 5 à 7 ou autre pour justement briser la glace, créer des liens, faire des ponts. La connaissance du milieu, on le dit, c'est pertinent d'aller prendre une marche dans le milieu, voir un peu à quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air, de lire un petit peu là-dessus, de questionner. On a parlé aussi, je crois, je peux la nommer, la Commission sociale de Portneuf, c'est ça. Un système d'appel, un numéro 1-800, je me trompe, c'est oui. Un numéro 1-800, semble-t-il, l'idée me semble intéressante, où on peut appeler quand un enseignant a des angoisses, s'il y a quelqu'un qui nous aide, je peux aller avec vous. Et peut-être la première chose, il y a une grosse enseignants, une solution, il faut aller de l'avant, il faut pas attendre, il faut foncer, il faut aller chercher cette aide-là.
Donc, c'est les informations qui ont été amenées par la table 5. Bonjour à tous. Donc, je me présente Daniel, je suis un nouveau enseignant qui a reçu son appel à la fin août. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout ce qui se retrouve sur mon acétate a été dit. Je vais revenir seulement sur les points principaux qui m'ont touché moi-même, vu que j'ai vécu une situation similaire, si on veut, à Martine. Donc, au niveau du temps, en début d'année, quand j'ai commencé, souvent, j'avais plusieurs questions à poser. Je voyais les enseignants débordés. Même les plus vieux avaient des comités par-ci par-là. Et tout le monde semblait débordé. Donc, qui allait voir et surtout ne pas les déranger parce que, bon, je ne voudrais surtout pas paraître pour la personne qui n'est pas débrouillard. Donc, aussitôt que le mentor est apparu un mois et demi après, donc ça a déjà été une source de stress qui a été tellement. Ensuite, aussi, le milieu physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans notre école, celui qui enseigne la technologie, c'est un nouvel enseignant, et il était situé un petit peu à l'opposé, pas à l'opposé, mais d'un coin de l'école, et on ne le voyait jamais. Je l'ai rencontré pour la première fois au party de Noël. Donc, je me demandais si c'était avec cette personne-là, c'était celui qui enseigne la technologie. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de département, son bureau, c'était sa classe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là. C'est sûr que mon prédécesseur a dit que c'était peut-être à lui d'aller vers l'avant, d'aller voir d'autres enseignants. Donc, ça pourrait être une solution. Les actions à poser, avoir des mentors formés. Pourquoi pas des mentors formés, donc, qui pourraient nous guider sans totalement solutionner nos problèmes, mais à tout le moins nous apporter des pistes de solutions. Donc, ça pourrait être une très bonne idée. Et aussi, surtout, moi, j'ai fini l'université l'année passée, à ce temps-ci de l'année. Et quand je suis arrivé à mon école, j'ai eu un contrat tout de suite en sortant, j'étais hyper content, mais là, il n'y a personne qui est venu m'accueillir dans la nouvelle école où j'étais. J'aurais aimé ça avoir un cours 101 de comment fonctionne l'école accélérée, de ne pas avoir à relire le projet éducatif, comment fonctionne la politique de quand on met un élève dehors, la politique des absences, comment ça fonctionne. Donc, chaque école a souvent quelque chose de différent par rapport à ça. Donc, j'aurais aimé ça que quelqu'un, en une semaine, ou peu importe, m'encadre un petit peu là-dedans. Et puis, ça fait le tour. Je ne veux pas revenir sur les autres points parce qu'ils ont été mentionnés. Donc, j'ai respecté mon réunion.